Un jour, en pleine écriture d'un manifeste Kubernetes, je reçois un mail. J'adore le côté open source. Ça doit être un vrai coffre-fort ce truc-là. Il doit avoir des problèmes de chiffrement hyper intéressants. Comment ils font pour se mettre à jour avec les nouvelles failles? Enfin, bref, j'ai plein de questions. Bon, du coup, on doit aller au Luxembourg. C'est ce pays-là, juste ici, à la frontière de 3 autres pays, la Belgique, l'Allemagne et la France. Et ils ont passé les années 1800 à 1900 à se battre pour ce bout de terre. Tout ça pour à la fin devenir un pays neutre. Du coup, histoire de préparer notre venue, je me demande, c'est quoi en fait une bonne interview? Je me dis déjà, il faut essayer d'avoir un échange plus qu'un question-réponse. Avoir des questions pertinentes qui vont vous intéresser vous en tant que spectateur. Et le Saint Graal, c'est d'avoir une exclusivité, avoir une information vraiment nouvelle que peu de gens connaissent. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à en décrocher une petite pour vous. Au passage, je fais une petite aparté. Passbolt est gratuit si vous l'installez vous-même de votre côté. Mais si vous ne souhaitez pas gérer la partie serveur, vous pouvez passer par leur solution SaaS, en ligne et payante. Si vous utilisez le code DONOW, vous avez moins 20%, ce qui est déjà pas mal. Bref, revenons à notre interview. Ni une ni deux, j'appelle mon pote Valentin, mon expert tournage et montage. Bon, là tout de suite il m'arrête, il faut 3 caméras, un plan sur moi, un plan sur la personne interviewée et un troisième plan dans lequel on nous voit tous les deux ensemble. Le jour de notre départ, énorme grève SNCF, nos trains sont annulés. Gros échec, on doit partir en voiture. Après plus de 500 km, nous voilà arrivés à Etsch-sur-Alzette. Il n'y a pas grand chose à voir à part le haut fourneau, qui ne tourne plus depuis des années et qui aujourd'hui sert uniquement de déco dans la ville. Dernière préparation avant le lendemain pour l'interview. Merci Rémi de nous recevoir chez Passbolt. Merci à toi d'être venu jusqu'au Luxembourg pour nous voir. C'est un vrai plaisir, vos bureaux sont vraiment chouettes en tout cas. Peux-tu te présenter très rapidement qui tu es, quel est ton rôle dans la société? Moi je suis Rémi Berthaud, je suis un des cofondateurs de Passbolt. On est 3 cofondateurs, il y a Kevin Muller, Cédric Alfonsi et moi-même. Donc on est tous des ingénieurs logiciels à la base et on a développé un logiciel qui s'appelle Passbolt. On est basé au Luxembourg. On est une équipe d'à peu près 20 personnes. Moi, j'ai envie vraiment qu'on puisse se parler en toute transparence et qu'on puisse parler de votre projet, comment vous avez créé ça, quelle est l'essence même, quelles sont les valeurs de Passbolt. Et aussi, techniquement, du coup, j'ai un milliard de questions. On ne peut pas interroger tous les jours un gestionnaire de password. Passbolt, c'est du coup un gestionnaire de password. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est qu'un gestionnaire de password? Un gestionnaire de mot de passe vous permet de stocker vos credentials, c'est-à-dire vos informations pour les logins, de façon sécurisée. Et ça vous permet de faire des choses du type de vous loguer sur des sites internet de façon sécurisée et facile d'utilisation. Vous pouvez avoir par exemple une synchronisation de vos mots de passe sur vos tablettes, sur vos téléphones portables, sur vos applications desktop et vous permettre en toute sécurité d'utiliser des mots de passe forts qui changent pour chaque site web et pour vous éviter justement d'avoir des mots de passe faibles ou de réutiliser des mots de passe sur plusieurs sites en même temps, ce qui vous permet d'avoir une meilleure posture de sécurité. Comme ça, si jamais un site, par exemple, se fait hacker, votre mot de passe ne peut pas être utilisé sur un autre site internet. Et donc, vous êtes un peu mieux protégé en utilisant un gestionnaire de mots de passe. Vous n'avez pas à tout vous souvenir de tous vos mots de passe. Vous en avez juste généralement un qui est idéalement fort et comme ça vous êtes tranquille et vous pouvez être en paix sur internet quoi. Justement, tu parlais d'un mot de passe fort, c'est quoi que tu appelles un mot de passe fort? Donc un mot de passe fort, c'est généralement un mot de passe long, donc on va dire plus de 12 caractères, idéalement plus que ça. Donc dans un monde idéal, il n'y aurait pas de mot de passe, il y aurait ce que nous on appelle des passe-phrases, c'est-à-dire une succession de mots. Ça vous permet d'avoir justement quelque chose de beaucoup plus fort, plutôt que de faire X, C, D, W, point d'interrogation. Vous pouvez faire des phrases plus complexes avec cheval, batterie, ce genre de choses, quoi. Et donc en collectionnant 7, 8, 10 mots, vous avez vraiment quelque chose de très très fort parce que pour un attaquant, de deviner une phrase entière, c'est beaucoup plus dur que de deviner 6 lettres, même si elles sont complètement aléatoires. Et donc un mot de passe fort, c'est généralement un mot de passe long et unique aussi. Donc on en a parlé un petit peu,
le fait de ne pas réutiliser le même mot de passe partout, ça fait partie de l'hygiène de base des mots de passe, quoi. Comment a démarré le projet Passbolt? Qu'est-ce qui vous a permis de vous dire il y a quelque chose à faire, on a une valeur ajoutée? Quelles sont les valeurs qui ont permis de créer ce projet? Nous, à la base, avec Kevin et Cédric, on est des développeurs logiciels, donc on faisait des logiciels dans le cadre d'une petite entreprise qu'on avait, qui est une agence web. Et donc on faisait des sites web, mais on en a parlé un petit peu, on faisait également d'autres types de logiciels. Et on a vu avec nos clients qu'on avait toujours besoin de partager des mots de passe. Donc on a besoin de partager des clés SSH, des mots de passe pour se connecter au serveur FTP du client, ce genre de choses. Et donc moi, si je pars en vacances, Kevin a besoin d'avoir accès aux mots de passe pour se loguer chez le client, ce genre de choses. Et à l'époque, nous, quand on a développé Passbolt, il n'y avait pas de solution vraiment collaborative pour partager des mots de passe. Il existait des solutions type KeePass, où vous avez une archive qui est un fichier en fait, qui est encrypté et qui vous permet de stocker tous vos credentials dedans. Mais quand notre agence a grandi, on commençait à avoir plusieurs développeurs, même des gens dans l'administratif qui avaient accès à ces mots de passe, et avoir tout dans le même fichier, ça pose des problèmes parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les gens utilisent les mots de passe. On ne sait pas typiquement gérer quand il y a des accès en concurrence. Vous pouvez corrompre une archive qui passe si plusieurs personnes la modifient en même temps, ce genre de choses. Donc nous, on est parti de ce postulat-là de développer un logiciel collaboratif de gestion de mots de passe qui soit, comme tu as dit, basé sur nos valeurs. Donc nous, nos valeurs, c'est le fait d'être ouvert. On part du principe que l'information doit être disponible et qu'il n'y a pas de secret à avoir, surtout quand on touche à la sécurité. Donc on a développé le logiciel en open source pour permettre aux gens de voir comment le logiciel fonctionne, de pouvoir contribuer et de pouvoir participer s'ils le souhaitent. Justement, cette notion d'open source, qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que maintenant, ça fait déjà plusieurs années que la solution est ouverte. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Si demain tu dois produire un nouveau projet, tu le développerais aussi en open source? Pour être franc, nous, on a toujours baigné dedans en fait. C'est-à-dire que dès la fac, on était déjà en train d'utiliser des logiciels open source, VLC, Linux, tout ce genre de Firefox. Donc nous, on a vraiment baigné dedans. On est la première génération où les logiciels open source étaient une commodité. Et on a vraiment vu cette force en fait, le fait que ce soit accessible à tout le monde. On n'est pas obligé de pirater quoi que ce soit, on peut vraiment apprendre des logiciels, on peut développer un savoir-faire basé sur, comme ils disent, les épaules des géants en fait, c'est-à-dire les gens qui ont fait du travail avant vous. La plupart des sociétés ne fonctionneraient pas sans l'open source. Toutes les grandes sociétés construisent leurs solutions basées sur des logiciels open source. Et donc nous, on s'est dit, ok, autant aller plus loin, quoi. Autant faire que le résultat de notre travail soit également open source. Il y a Linux déjà, si on enlève Linux, on coupe une bonne partie de l'utilisation mondiale. Donc autant jouer le jeu à fond. C'est-à-dire pas être là, en gros être un passager clandestin, c'est-à-dire profiter de l'open source sans contribuer et rendre à l'open source ce qu'il nous a donné, quoi. C'est vrai que vous comparez souvent à un KeePass amélioré, tu en as parlé juste avant. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous démarque de la concurrence? Il y a plusieurs types de concurrence. Déjà, il y a les gros gestionnaires de mots de passe type OnePassword, LastPass. Donc eux, ils offrent uniquement une solution en type SaaS. Donc, et pas open source, donc, et c'est américain. Donc voilà, il y a déjà des grosses différences. Après, on se démarque de logiciels comme KeePass qui sont installés en local et comme on a dit, qui ne sont pas vraiment très collaboratifs. Donc nous, on rajoute cette couche collaborative et web basée sur ça. Et après, il y a d'autres solutions en open source. Et donc, nous, où on se démarque de eux, c'est toujours cet aspect collaboratif, mais aussi l'aspect sécurité. C'est-à-dire que notre modèle de sécurité n'est pas exactement pareil. On parle d'ouverture. Nous, par exemple, on utilise des standards de cryptographie qui sont interopérables. C'est la différence entre avoir un document OpenOffice et avoir un document Word. Un document Word, historiquement, vous pouviez l'ouvrir que dans Word. Nous, en fait, quand on propose du contenu encrypté, il est possible de le décrypter avec d'autres outils que Passbolt. Donc ça vous empêche en fait d'avoir, comme on dit, un vendor lock-in. Et vous pouvez avoir accès à vos données, même si le jour où nous on ferme boutique, vous pouvez toujours utiliser vos mots de passe, quoi. Nous, on a cet aspect de mettre la sécurité avant tout. C'est-à-dire, par exemple, l'année dernière, on a eu 7 audits de sécurité. On a certains concurrents qui se contentent d'en faire un tous les 4 ans. Beaucoup d'utilisateurs
qui nous disent que la solution, elle est plus facile d'utilisation quand on travaille de façon collaborative. C'est-à-dire que nous, on propose un accès granulaire au secret. D'autres logiciels open source de gestionnaire de mots de passe ont le même principe d'utilisation qu'un KeePass. C'est-à-dire que vous créez une archive qui est partagée avec un groupe de gens. Et nous, on ne fonctionne pas comme ça, en fait. On a pour chaque utilisateur a le contenu encrypté une fois par personne et par secret, en fait. Donc ça nous permet d'avoir des propriétés en termes d'audit qui sont aussi intéressantes. Vous allez pouvoir télécharger uniquement ce que vous avez besoin et pas l'ensemble de l'archive avec tous les mots de passe qui sont partagés avec tout le monde. Vous allez avoir accès à un seul mot de passe quand vous allez l'utiliser. Et donc ça permet d'avoir une traçabilité en termes de l'utilisation des secrets qui n'est pas présente dans les autres gestionnaires de mots de passe. C'est très intéressant ça. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de Google, Microsoft, etc. qui veulent mettre en place la norme FIDO avec les passkeys. Déjà, tu peux nous en dire plus. Je pense que tu vas connaître mieux le domaine que nous. Et peut-être nous dire comment tu comptes évoluer avec ce genre d'évolution. Les passkeys, en fait, c'est un terme un petit peu récent, mais en fait, ça correspond à une technologie qui n'est pas si récente que ça, qui est un protocole d'authentification qui s'appelle WebAuthn. Et en fait, il permet d'authentifier les utilisateurs sur base de signatures. Donc vous avez une clé ou un set de clés, et chaque site web en fait vous propose un mini challenge et vous prouvez que vous êtes vous-même en signant ce challenge. Ce que Rémi explique, c'est le système de signature qui permet de prouver son identité. Par exemple, deux utilisateurs, Tong et Gont, communiquent à distance. Si Tong envoie un message à Gont, comment Gont peut s'assurer que c'est bien Tong qui a envoyé ce message? Justement, grâce au système de clés privées, clés publiques. Gont et Tong génèrent chacun une paire de clés. Une privée qui va permettre de chiffrer un message et la clé publique qui permet de le déchiffrer. La clé publique, elle est partagée avec tout le monde. Elle permet de déchiffrer le message. Du coup, on est sûr que le message a été chiffré par la clé privée associée. La signature utilise ce même principe. Tong rajoute un bout de données appelé signature, qui est un hash du message, qui lui est chiffré par sa clé privée. Ainsi, Gont peut vérifier en déchiffrant le hash grâce à la clé publique de Tong que le message est bien écrit par son ami Tong en totalité. C'est pas quelque chose de nouveau, et il y a une opportunité en fait pour les password managers de s'intégrer en fait avec ces passkeys. Donc là après, c'est un petit peu compliqué parce que des entreprises comme Google, Microsoft et même YubiKey qui proposent les passkeys via des petites clés USB ne sont pas super intéressés pour avoir les password managers qui rentrent dans ce game-là. Et donc là, je vous lâche un peu une petite exclue. On a l'ensemble des gestionnaires de mots de passe qui est en train de créer un consortium pour justement pouvoir avoir un siège à la table quand on parle de passkey et pouvoir s'intégrer en fait avec les keyrings de Apple ou Microsoft ou Google pour justement pouvoir stocker ces passkeys dans les gestionnaires de mots de passe, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Ça, c'est une excellente nouvelle, parce que les GAFAM contrôlent déjà beaucoup trop d'éléments de nos interactions sur la toile. Ne pas leur laisser open bar sur la gestion de notre authentification, c'est une excellente chose. En plus, c'est hyper important que ces sociétés soient challengées par des acteurs dont c'est vraiment le métier. Et donc, va y avoir dans les mois ou peut-être même les années, en fonction de la vitesse de Google, etc., des API qui vont se développer pour qu'on puisse s'intégrer, nous, en tant que gestionnaire de mots de passe, avec ces passkeys. Parce que c'est quand même important qu'il y ait un standard interopérable. Microsoft, Google, Apple sont assez réceptifs à ça, ils n'ont pas dit non, forcément, il y a des contraintes en termes de sécurité. Et on ne veut pas que, justement, que les gens, n'importe quel logiciel qui s'installe, commencent à piquer leur passkey, quoi. Donc au final, il y a une discussion qui se fait avec FIDO, qui est une alliance en fait qui réunit Apple, YubiKey, etc. et bientôt les password managers, quoi. Trop bien, vous allez avoir votre siège à cette table. Voilà, c'est en discussion. C'est chouette. C'est une bonne idée, je trouve. Oui, c'est sympa de voir que l'ensemble des gestionnaires de mots de passe sont également capables de travailler ensemble, quoi. Tout le monde n'est pas là. Moi, je l'ai eu, l'accès à l'API, et puis tu vois, ils ne sont pas là à chercher un avantage concurrentiel. Ce qui est intéressant, c'est par exemple les lois en Europe
donne un droit à l'interopérabilité, de pouvoir porter ces données. C'est un droit que les gens ont, qui fait partie de la GDPR, qui n'est pas super connu, mais qui fait partie vraiment des lois du framework européen. Donc même si les GAFA ne sont pas super intéressés pour avoir ça, dans tous les cas, au bout d'un moment, ils seront forcés par les instances européennes de proposer des API pour... Donc plutôt que d'attendre d'avoir une amende, je pense que c'est dans leur intérêt de filer les API pour avoir une interopérabilité au niveau de ces datas-là, quoi. Tu parlais aussi pendant un temps des données, que c'était un énorme challenge pour vous. Comment vous chiffrez vos données sur vos bases de données ou même sur les échanges que vous avez entre les applications pour la synchronisation? PassBolt se base sur une technologie qui s'appelle OpenPGP. Donc c'est ce que je disais au début, c'est un format interopérable. Et c'est un format qui est intéressant parce que vous pouvez avoir plusieurs algorithmes d'encryption qui sont supportés. Donc ça vous permet par exemple de faire du RSA, de l'encryption asymétrique, mais vous pouvez également faire de l'encryption symétrique. Vous pouvez aussi faire de l'AES avec OpenPGP. Et vous avez également accès à des algorithmes un peu plus modernes, qui s'appellent Elliptical Curve Cryptography. Donc la cryptographie à courbe elliptique, et qui sont des algorithmes un peu plus modernes, qui sont utilisés typiquement sur les wallets, MetaMask ou ce genre de choses dans les crypto-monnaies. Donc c'est des algorithmes un petit peu plus modernes, qui ont des propriétés intéressantes, c'est-à-dire que c'est plus rapide, et l'output, le produit de la crypto, prend moins de place. Donc ça vous permet par exemple d'avoir des échanges un peu plus rapides, ce genre de choses. Et ce qui est intéressant avec PassBolt, c'est que vous pouvez vous-même choisir l'algorithme qui est utilisé. Et c'est pas, donc par défaut, vous avez quelque chose de safe, mais si vous voulez quelque chose de plus rapide, vous pouvez switcher là-dessus, ou si vous voulez un truc plus sécurisé, vous pouvez prendre des clés plus grandes, et ce sera un petit peu plus lent. Donc ça vous permet aussi, dans le futur, d'avoir une solution qui est future-proof, quoi. Donc c'est-à-dire, pour l'instant, il n'y a pas d'algorithme d'encryption asymétrique qui sont quantum résistants. Je me permets de clarifier la chose. Quantum résistant, ça veut dire qu'il arrive à résister à la puissance de calcul d'un ordinateur quantique. Actuellement, c'est un vrai problème qui n'existe pas encore vraiment, mais on sait qu'un jour, il va arriver. Mais dans le futur, NIST va proposer des algorithmes comme Crystal ou Sphinx, qui sont supposément quantum résistants, donc ils sont encore tout jeunes, on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou pas. Pas été approuvé dans le temps. Ouais. Voilà, et donc ce qui va être intéressant, c'est peut-être ces algorithmes dans le futur vont être inclus dans le standard OpenPGP, et donc vous y aurez accès également sans avoir à rien faire, et le format restera interopérable. Donc nous, on va vraiment sur des technologies de crypto qui sont entre guillemets standards et qui sont interopérables, quoi. C'est vraiment nous notre focus. On parlait des différents systèmes d'encryption. L'aléatoire joue un rôle vraiment important là-dedans. On sait qu'aujourd'hui, on arrive à retrouver des nombres aléatoires s'ils ont été générés par un algo, ou s'ils ont été générés par des tics CPU. Enfin bref, il y a plusieurs façons de générer des nombres aléatoires. Et des fois, on peut les retrouver. Donc c'est un trou de sécurité. Comment vous fonctionnez là-dessus? Est-ce que vous avez des solutions pour générer vos nombres aléatoires? Quelle est votre façon de travailler avec cette problématique? PassBolt en tant que tel va pas générer des chiffres aléatoires. Il va se servir en fait de sources de chiffres aléatoires qui sont proposées par le système d'exploitation ou par le browser de façon indirecte. Et donc typiquement, les nombres aléatoires, Pseudo Random Number Generation, PRNG en anglais, c'est les générateurs de nombres aléatoires, et ça vous permet en fait d'avoir du bruit en fait. Donc un paquet qui est encrypté n'est pas reconnaissable en soi d'un truc complètement aléatoire. Et c'est ça qui fait que c'est encrypté en fait. C'est en fait un attaquant n'est pas capable de dire est-ce que c'est un truc qui est complètement aléatoire ou est-ce que c'est un truc qui est encrypté. Et c'est vraiment la propriété mathématique d'un truc encrypté, quoi. Et donc forcément, pour avoir quelque chose qui ressemble très très fortement à quelque chose d'aléatoire, vous avez besoin d'une source de bruit pour générer de l'entropie, pour faire en sorte que le produit soit complètement aléatoire. En pratique, ça pose des problèmes parce que, par exemple, sur des environnements virtualisés, vous n'avez pas beaucoup de sources de choses aléatoires. Historiquement,
la génération de nombres aléatoires se fait sur des inputs de type la température du CPU ou les variations de je sais pas, la souris ou les inputs clavier. Tout ça, ça crée un peu de bruit en fait qu'ils injectent dans ces générateurs de chiffres aléatoires qui fait que le produit est complètement random, quoi. Quand vous êtes sur une plateforme virtualisée, vous n'avez pas accès à la température du CPU ou ce genre de choses qui sont vraiment entre guillemets aléatoires. C'est un champ mathématique qui est passionnant. Comment on peut prouver un truc qui est aléatoire ou pas, c'est complexe. Ouais, c'est complexe et c'est intéressant en fait. Justement, tant qu'à être dans la sécurité, vous avez la partie authentification qui est primordiale. Ouais. J'avais vu sur la documentation qu'il y avait une partie optionnelle sur le check nonce 0, etc. Tu m'as parlé aussi d'une nouvelle façon de faire. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette partie d'authentification? Là, historiquement, quand vous vous authentifiez contre une application, vous envoyez votre mot de passe en clair. Et après, en fait, l'application va générer un hash, va hasher ce mot de passe et comparer avec le hash qu'il y a dans la base de données. Donc ça, c'est la façon de s'authentifier très classique sur une application web. Après, vous avez d'autres systèmes d'authentification que vous utilisez tous les jours. Typiquement, quand vous cliquez sur Logmoi avec Google ou GitHub ou peu importe, vous allez aller chez Google qui va produire une signature sous la forme d'une GWT token, JSON Web Token, qui va être ramenée sur votre serveur applicatif, qui va vérifier la signature et vous permettre d'être logué. L'authentification chez Passbolt est un petit peu différente, vu que nous, on a une clé privée, la clé OpenPGP qui vous permet de décrypter le contenu. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un challenge qui est fait entre le serveur et le client pour prouver que chacun a bien la clé privée, chacun de son côté. Donc vous avez le serveur qui a sa clé publique et sa clé privée. Donc la clé privée n'est pas partagée avec l'utilisateur. Et vous avez la réciproque, en fait, de l'autre côté. Et donc cette partie optionnelle que tu mentionnes, en fait, c'est le client qui vérifie que le serveur a bien sa clé privée à lui. Et donc ça a des propriétés intéressantes. Par exemple, si votre nom de domaine est saisi et que vous avez je sais pas, un attaquant qui a réussi à voler votre nom de domaine et qui fait semblant en fait d'avoir votre Passbolt et qui essaie de vous authentifier contre ça, il ne peut pas avoir la clé privée du serveur. Donc vous, en fait, le client Passbolt va dire ah oui, mais en fait, c'est pas, même si l'URL est bonne, c'est pas le bon serveur en fait. Ouais, parce qu'en fait, il n'envoie jamais la clé en direct, il calcule un nombre de son côté, le serveur calcule un autre nombre. Donc en fait, le serveur, enfin le client, d'abord l'utilisateur, génère un nombre aléatoire, l'encrypte avec la clé du serveur, la clé publique du serveur, l'envoie au serveur, et le serveur doit le décrypter et le renvoyer au client. Et comme ça, c'est comme ça que le client sait que c'est bien le bon serveur, quoi. Et l'authentification, c'est pas ça marche de façon réciproque, quoi. Donc vous avez l'inverse dans l'autre sens. C'est-à-dire le serveur qui encrypte quelque chose avec la clé de l'utilisateur, et l'utilisateur doit décrypter, prouver qu'il est capable de décrypter ce truc-là, et le renvoyer au serveur. Donc ça, c'est l'authentification classique chez Passbolt. C'est basé sur un protocole qui s'appelle GPG Auth, qui est pas nouveau, hein, ça date des années 2000 quelque chose. Et nous, on a développé, tu disais, on a quelque chose de nouveau, c'est en fait une version améliorée qu'on a appelée GPG GWT Auth, parce qu'en fait, on mélange cette authentification dont on a parlé, l'authentification Google sur base de signature, avec notre protocole GPG Auth. Et donc, au lieu de recevoir un nombre aléatoire, vous allez recevoir une token GWT que vous allez pouvoir utiliser comme clé de session après pour les autres interactions avec le serveur. Si quelqu'un met un proxy HTTP au milieu de la communication, un proxy HTTPS, si vous assure d'une bonne protection? Nous, en pratique, on se base sur HTTPS pour empêcher des attaques type man in the middle. C'est pas quelque chose que nous on gère par défaut. On n'a pas
développer une solution custom qui remplace HTTPS, quoi. Donc mais par contre, à l'intérieur de ce qui se passe sur du HTTPS, vous avez le contenu, par exemple vos secrets, ils sont encryptés avec cette clé OpenPGP. Donc vous avez cette double encryption, entre guillemets, quoi. Et donc, ce fait qu'un attaquant, typiquement, quand il va voir, s'il arrive à décrypter le contenu HTTPS, il va pouvoir voir juste les secrets encryptés. Comme tu le sais, sur la chaîne Duno, on adore le DevOps. Donc, tout ce qui est CI/CD, c'est un peu notre dada. Du coup, est-ce que vous avez des checks ou alors des plugins ou des astuces pour améliorer la sécurité et éviter de pousser une faille dans un ajout de code sur la base de code Git? Oui, complètement. Donc nous, ça fait partie vraiment, CI/CD, c'est notre bread and butter, comme on dit en anglais. C'est vraiment, on fait ça, ça fait partie de notre ADN. Donc on a plusieurs checks pour tous les repos qu'on utilise. Généralement, on fait tourner les unit tests avant de faire quoi que ce soit. On va regarder, par exemple, est-ce que le code il est signé? Est-ce que les commits des utilisateurs sont signés? On a aussi des configurations en termes de CI/CD. L'utilisateur qui a fait le commit n'est pas autorisé à merger ce code lui-même. Donc ça vous permet typiquement de ralentir un attaquant qui aurait réussi à avoir accès à vos repositories. Après, on a des plugins qui font ce que nous on appelle static code analysis, analyse de code statique en français. Et ça vous permet en fait d'avoir un robot qui analyse votre code pour voir est-ce qu'il n'y a pas certains problèmes, des pratiques, des mauvaises pratiques, ce genre de choses. Après, on a des plugins qui checkent par exemple les dépendances. Donc ça vous permet de regarder est-ce que vos dépendances sont à jour, est-ce qu'il n'y a pas de problème de sécurité lié à vos dépendances. Après, il y a on en a parlé un petit peu, des plugins qui vont vous permettre de regarder est-ce qu'il y a des secrets, est-ce que vous avez des mots de passe en clair, est-ce qu'un développeur se serait pas trompé et mis un mot de passe en clair dans le code directement, un mot de passe de test. Donc ouais, il y a vraiment toute une masse d'outils qu'on peut utiliser pour rendre ces process un peu plus costauds. Nous typiquement, on utilise aussi des tests pour checker, on fait du test en end-to-end, donc on va monter les interfaces, on va monter les serveurs et on va avoir un robot qui va faire semblant de cliquer sur l'interface pour vérifier que tous les composants fonctionnent bien ensemble. Parce que nous, le système est un petit peu complet, on a des clients assez lourds comme la Browser Extension, on ne peut pas juste faire un test unitaire, on a vraiment besoin de le plugger sur un serveur et voir si ça fonctionne. Pareil pour les mobiles, de pouvoir spinner une instance virtualisée du téléphone et de cliquer dessus, voir si ça fonctionne bien. On a des tests pour vérifier est-ce que les paquets sont bien construits sur la base des bonnes pratiques de Debian ou ce genre de choses, de regarder est-ce qu'on est capable de les installer une fois qu'ils ont été construits pour pas pousser justement des paquets qui seraient cassés aux utilisateurs. Donc ouais, il y a vraiment beaucoup de checks. Nous, par exemple, quand on fait une release, on va checker une trentaine de distributions open source, donc on est obligé d'automatiser le truc, sinon c'est juste impossible à faire manuellement, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. On parle aussi beaucoup de l'ordinateur quantique à l'heure actuelle, qui serait dangereux en fait pour les méthodes de chiffrement qui existent. On parlait d'HTTPS, etc. Comment vous travaillez avec ça à l'heure actuelle? On a le même problème que tout le monde, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'algorithme de chiffrement asymétrique qui est quantum résistant, qui existe et qui est disponible à tout le monde de façon transparente. Donc vous avez des essais, on en a parlé un petit peu avant, avec le NIST, qui est l'institut aux États-Unis qui s'occupe de définir des normes, des standards de crypto. Et donc ils ont proposé plusieurs algorithmes. On en parlait, il y a Sphinx ou il y a Crystal, donc il y a plusieurs variations de Crystal. Et donc le monde cryptographique, de la recherche cryptographique, est un monde qui va assez lentement en fait. C'est pas comme les frameworks JavaScript, quoi. Il n'y en a pas un tous les jours, il y en a un une fois tous les 15 ans et en fait on a besoin d'avoir des mathématiciens qui planchent pendant 20 ans sur un algorithme pour être vraiment sûr que le truc il est solide, quoi. Et donc c'est pour ça que ça va assez lentement. Et de l'autre côté, on a les développements sur les ordinateurs quantiques qui avancent de façon assez prononcée et peut-être de façon fulgurante dans les années qui vont arriver, quoi. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on ne sera pas les seuls à avoir ce problème-là. Donc
tous les gestionnaires de mots de passe collaboratifs en ligne, type LastPass, OnePassword, tout le monde utilise des clés asymétriques pour faire du partage. Il n'y a pas d'autre façon de faire du partage de façon sécurisée que d'utiliser des clés asymétriques, quoi. Et par contre, quand vous utilisez des logiciels type KeePass où vraiment il n'y a que un chiffrement symétrique, là, ces algorithmes sont quantum résistants. On le sait parce que c'est une propriété mathématique qui a été démontrée. On n'a pas trouvé d'algorithme quantique qui permet de casser ce chiffrement symétrique, alors que la réciproque n'est pas vraie avec les algorithmes asymétriques actuels type RSA, qui se basent sur la factorisation de nombres premiers. Et donc il y a des algorithmes sur base d'ordinateurs quantiques qui sont plus rapides que sur les ordinateurs classiques et qui permettent de casser des clés RSA de façon réaliste, c'est-à-dire pas de les casser en plusieurs centaines d'années, mais de les casser en quelques minutes, quoi. Et donc c'est pour ça que le NIST et d'autres security researchers essayent de développer ces algorithmes-là. Mais c'est les mêmes algorithmes qui sont utilisés par HTTPS, par SSH. Donc maintenant, vous avez des initiatives avec des solutions qui essayent d'encapsuler ces algorithmes quantiques résistants à l'intérieur de ces algorithmes qui sont connus, dont type RSA ou Elliptical Curve Cryptography. Et donc on arrive vers un modèle qui est un petit peu hybride, en fait, avec deux couches d'encryption, une encryption qui est quantum résistant, mais on ne sait pas si elle est vraiment solide, avec une couche qui est solide mais qui n'est pas quantum résistant, pour essayer d'avoir le meilleur des deux mondes, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir apparaître de plus en plus. Il y a Google qui fait des essais là-dessus, il y a Cloudflare qui fait des essais là-dessus. Donc voilà, nous, on regarde ça avec attention et on attend de voir les standards émerger, quoi. Cet été, ça a été un été un peu noir pour le monde de la tech. Il y a eu beaucoup de hacks de plusieurs sociétés, de géants. Comment vous vous assurez, vous, de votre sécurité? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que vous avez des façons de vous prémunir de ce genre de choses? La sécurité, c'est vraiment un domaine très complexe et personne ne peut se prémunir de tous les risques. Donc nous, on en parle forcément beaucoup à Passbolt et c'est quelque chose qu'on prend très sérieusement. Nous, notre approche par rapport à ça, c'est quel est le risque. Donc c'est très pragmatique, en fait. La plupart des hacks, même chez les gros, on l'a vu, sont généralement le résultat d'attaques peu coûteuses. Donc après, vous allez avoir vraiment des acteurs qui ont beaucoup de ressources, qui sont capables d'investir des millions de dollars pour casser un système. Donc là, réalistiquement, à part si vous êtes un État vous-même, vous n'avez pas les moyens de vous prémunir contre ce type d'attaque. Donc ce que vous pouvez faire, c'est collaborer avec les agences étatiques pour vous aider à repérer ce type d'attaque, etc. Donc au Luxembourg, par exemple, il y a le Circle qui fait ça, en fait. Il y a des honeypots, des pièges à miel, en gros, qui ont des machines comme ça, qui tournent en permanence et qui essaient de capturer le type d'attaque et qui voient, en fait, par exemple, quand une banque les appelle et leur dit ouais, bah moi j'ai ça comme type d'attaque, c'est ça la signature de l'attaque, ils sont en train de faire ça, et qui peut faire en fait la relation entre leur pot à miel et ce qui se passe quand il y a des vraies attaques. Après, ça c'est vraiment les acteurs, il faut avoir beaucoup de moyens pour avoir ce type d'infrastructure. Mais comme je disais au début, les attaques qui marchent le mieux, en fait, c'est les attaques qui coûtent pas cher. C'est cliquer, envoyer un email, se faire passer pour moi à un de mes collaborateurs en lui demandant de cliquer sur un lien ou en lui demandant de faire quelque chose. Et la plupart des attaques sont vraiment low cost, en fait. Et donc se prémunir contre ça, ça passe par du training, en fait. Ça passe par faire en sorte que les employés, vos collaborateurs sont au fait de ces risques-là et sachent comment se prémunir de ces risques-là. Donc après, nous, on a des standards qui sont mis en place. Donc on utilise par exemple un framework qui s'appelle SOC 2 type 2, qui compte plein de choses en fait, qui compte du type
Chaque employé doit avoir une job description. Chaque quarter, il faut qu'il y ait une analyse de risque qui soit faite par chaque département avec les employés qui remontent les risques principaux qu'ils pensent avoir, une remédiation de ces risques-là ou au moins une documentation de ces risques-là. Et en fait, on voit la sécurité comme un domaine high-tech, mais il y a beaucoup en fait c'est juste de la gestion de risque classique, entre guillemets, de la même façon dont vous avez une banque qui essaie de se prémunir contre un braquage. Ils vont bon ok, alors si ça se passe, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on puisse identifier les malfrats, ok, bon, on va mettre des caméras, ouais, mais s'il arrive la nuit, alors bon, bah ok, on va rajouter des caméras infrarouges. Et c'est ce genre de choses, en fait, c'est vraiment quels sont les risques et quel est l'investissement que vous pouvez faire pour contrer ces risques-là. Et il y a toujours des risques qu'on est obligé d'accepter, quoi. Quand vous utilisez un device avec des applications qui ont été faites par vous savez pas qui, vous faites confiance à Apple ou à votre provider pour faire en sorte que ces applications ne soient pas des malwares. Et, ça dépend de votre appréciation du risque. Typiquement, quand vous avez, je sais pas, si vous utilisez TikTok, bah, vous avez une appréciation du risque qui est différente de quelqu'un qui n'utiliserait pas TikTok, par exemple. Sur la gestion des données, notamment. Oui, voilà. Ok, excellent. Merci en tout cas pour cet entretien, c'était hyper clair et c'était plein d'informations. J'ai beaucoup apprécié notre échange. On aime bien finir sur la chaîne avec un mot de la fin. Okay. Donc du coup, c'est pas forcément en rapport avec le sujet, c'est à toi de décider, ça sera ton mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est écureuil, parce que j'ai regardé tes chaussettes, je sais pas si vous pouvez le voir, mais en fait, il y a des petits écureuils sur ces chaussettes. C'est mes chaussettes de Noël. Merci à toi en tout cas, c'était super. Merci à toi. Merci beaucoup et longue vie à PassBolt. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses. N'oubliez pas, vous avez le code promo DONOW avec moins 20% si leur solution vous intéresse. Et si jamais vous avez des questions, bah dites-le moi en commentaire. Ciao, bonsoir.